Bonjour à toutes et tous. Je suis Nina de la team Régénère. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce tout premier épisode de notre nouvelle série Reboot métabolique. Alors si vous ne voulez pas trop d'anglicisme, on peut dire la relance métabolique. Donc, pendant 2 épisodes, on va explorer ensemble un sujet brûlant. Comment nos habitudes quotidiennes, apparemment anodines, atteignent peu à peu notre métabolisme. Et surtout, on va voir comment le rallumer. Alors, ces podcasts s'inscrivent dans le cadre du lancement d'un nouveau parcours Reboot métabolique sur Régénère.tv. C'est un parcours inédit dont je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de cet épisode. Donc, si vous nous suivez depuis un moment, vous le savez, ici, on ne raconte pas des histoires toutes faites sur la santé. On démonte les mythes, on éclaire la physiologie et on redonne du pouvoir à chacun. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une habitude banalisée, devenue presque invisible, mais qui éteint littéralement votre feu intérieur. Le grignotage. Alors vous pensez que c'est pas très grave, une pomme, une poignée de noix, un petit yaourt entre 2 repas, on se dit au moins c'est sain. C'est une erreur fatale. Parce qu'en fait, chaque prise alimentaire, même minuscule, ça déclenche une réponse hormonale. Ça coupe les cycles métaboliques naturels et ça empêche vos cellules de brûler des nutriments. Donc ça finit en fait par ralentir votre métabolisme à petit feu. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces gestes répétés, il ne faut pas culpabiliser. Parce qu'en fait, c'est pas seulement une question de volonté. C'est aussi le résultat de la faim émotionnelle et de l'insatisfaction permanente que notre mode de vie moderne entretient. Le stress, les écrans, les sollicitations constantes et la dopamine en miettes. En fait, tout nous pousse à manger sans faim. Donc, dans cet épisode, on va voir plusieurs choses ensemble. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous grignotez? Ensuite, on va voir pourquoi cette habitude, elle bloque la combustion des nutriments et elle alimente fatigue, prise de poids et frilosité. Et enfin, on va voir comment distinguer une vraie faim physiologique d'une faim émotionnelle pour reprendre le contrôle. Donc, pas de discours moralisateur ici, juste de la physiologie brute et des clés concrètes pour rallumer votre feu intérieur. Alors, premier point essentiel, pourquoi le grignotage est un poison métabolique? Parce que c'est quand même la question de base qu'on se pose. Justement, on va expliquer ça en détail en introduisant un terme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On va parler justement de cette phase dite céphalique. En fait, c'est dès qu'un aliment calorique touche votre bouche, la phase céphalique s'enclenche. Donc en fait, on a un premier pic d'insuline qui est libéré avant même que le glucose n'arrive. Donc retenez bien ce nom de phase céphalique parce que c'est la toute première étape de la digestion. La seconde, c'est la phase gastrique, quand l'aliment atteint effectivement l'estomac. Mais cette première phase céphalique, elle commence avant même que la nourriture, elle n'atteigne l'estomac. Avant même qu'elle atteigne la bouche, en fait. Alors, cette phase, elle est déclenchée par plusieurs choses. La vue d'un aliment, son odeur, son goût, ou même le simple fait d'y penser. Le fait de tourner en rond en pensant à la nourriture, ça suffit déjà à déclencher une production d'insuline anticipée. Et cette phase, elle va activer le système nerveux parasympathique via le nerf vague. Et c'est ce qui va préparer le corps à digérer. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle provoque cette phase? Va y avoir une sécrétion anticipée de l'insuline via l'activation du pancréas. Va y avoir une augmentation de la salive, une production d'enzymes digestives dans l'estomac et dans le pancréas, et un début de contraction dans l'estomac et l'intestin. Autrement dit, rien qu'en goûtant un aliment, même une toute petite bouchée minuscule, voire même rien qu'en y pensant de manière chronique et appuyée, vous déclenchez déjà la digestion et une libération d'insuline. C'est pour ça que même un petit encas, même minime, en fait ça suffit à casser votre fenêtre de jeûne. Et ça empêche le métabolisme de passer en mode combustion. Alors, ensuite on a l'intestin qui prend le relais avec les incrétines. Ces hormones digestives qui amplifient la réponse insuline après un repas. Alors on a par exemple la GLP-1 ou la GIP. Et qu'est-ce que c'est leur rôle? C'est de donner un coup de fouet au pancréas. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont renforcer et prolonger la sécrétion d'insuline, ce qui va favoriser le stockage sous forme de graisse dans vos tissus adipeux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manger par la bouche, ça provoque une réponse insulinique bien plus forte que si le sucre il entrait directement dans le sang par une perfusion. Donc en fait, la voie orale, c'est littéralement
une machine à insuline. Le GIP, alors le Gastric Inhibitory Polypeptide, il est sécrété par les cellules K de l'intestin grêle, dès qu'il y a glucides et graisses qui arrivent. Les graisses, elles, c'est le déclencheur le plus puissant, surtout les graisses saturées et monoinsaturées. Et les glucides le stimulent aussi. Mais leur effet principal sur l'insuline, ça passe par la GLP-1, qui est une autre incrétine, et la glycémie directe. Pour faire un résumé simple, les sucres amènent une forte montée d'insuline directe et une amplification via l'incrétine GLP-1 et un peu GIP. Et les graisses, elles amènent une stimulation plus lente mais forte du GIP, ce qui amplifie l'insuline et ce qui favorise donc le stockage lipidique. Alors le résultat à retenir, c'est que chaque ANCA fait monter l'insuline, quel que soit cet ANCA, quelle que soit la quantité, et même s'il est seulement imaginaire. Alors voyons maintenant les conséquences physiologiques de tout ça. Alors premièrement, on va avoir une insuline élevée qui équivaut au mode stockage. L'insuline, ça active la lipoprotéine lipase du tissu adipeux, la LPL, cette fameuse enzyme clé du stockage énergétique, qui est faite à la base pour capter les graisses circulantes et les stocker. À l'inverse, ça va inhiber la lipolyse, le fait de brûler justement des graisses pour produire de l'énergie. Et ça augmente dans le foie la conversion du surplus de glucose en graisse. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse de nouveau. En parallèle, dans le muscle et le foie, l'insuline augmente les niveaux de malonyl-CoA. C'est une petite molécule clé du métabolisme énergétique qui est produite dans le foie et les muscles quand l'insuline est élevée et que le corps a beaucoup de glucose disponible. Et ce malonyl-CoA, lui, il verrouille l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Traduction, vous ne brûlez pas vos graisses quand l'insuline est là, vous stockez. Et le corps, il ne sait pas stocker et déstocker en même temps. Donc, grignoter, ça signifie que l'insuline, en fait, elle ne baisse jamais ou quasiment jamais en journée. Alors vous allez manger un fruit à 10h, un yaourt à 11h15, un biscuit à 16h, quelques noix à 18h, et l'insuline n'a pas le temps de retomber. Tant qu'elle reste au-dessus d'un certain seuil, la lipolyse, elle est coupée et l'organisme ne peut pas passer en phase de combustion. En fait, vous fournissez une espèce de goutte à goutte énergétique qui évite au corps d'activer ses vraies filières de combustion. En clair, tant que l'insuline est élevée, le message envoyé, c'est on stocke, interdiction de toucher aux réserves. Donc le tissu adipeux, il garde ses graisses sous clé. Oui, puisque la lipolyse, elle est bloquée. Le foie, il ne lance pas l'acétogène et les cellules n'activent pas l'autophagie, ce fameux recyclage énergétique. Résultat, le corps ne peut compter que sur ce qui arrive de l'extérieur. Mais comme un grignotage, c'est juste une pomme, un yaourt, une poignée de noix, les apports ils sont trop faibles et trop discontinus. En fait, c'est simple. Imaginez un moteur qui tourne avec un filet d'essence, un goutte à goutte. Il cale pas, mais il décolle jamais vraiment en fait. Donc vous restez dans une espèce de survie minimale, toujours dépendant d'un petit apport en fait et incapable de basculer en vitesse de croisière. Et c'est exactement ça le piège. Le grignotage ne nourrit pas vraiment. Il empêche le corps d'accéder à ses propres réserves et en fait il l'oblige à tourner au ralenti sur une énergie qui est fragile et instable. Comme conséquence, il y a aussi, deuxièmement, les montagnes russes glycémiques. Chaque mini-apport glucidique, il va créer une courbe rapide. Donc un petit fruit, un biscuit, un yaourt sucré, la glycémie monte vite. Mais chez certaines personnes, en fait, l'organisme y répond de façon disproportionnée. Parce que le pancréas, en fait, il envoie une dose massive d'insuline beaucoup trop forte pour la quantité de sucre avalé. Alors, c'est qui ces personnes sensibles ? C'est ceux qui ont déjà, en fait, un terrain insulino-résistant, surcharge pondérale, syndrome métabolique, le foie gras. Il y a aussi ceux qui ont un pancréas nerveux, qui sont habitués aux montagnes russes glycémiques depuis l'enfance. Et les personnes fatiguées, qui sont stressées, au sommeil instable, dont le système nerveux est déjà à fleur de peau. Alors pour eux, l'excès d'insuline, ça fait chuter la glycémie beaucoup trop bas. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et ce creux, c'est pas une vraie fin physiologique. En fait, c'est une urgence neuro-hormonale. Le corps déclenche adrénaline et cortisol pour relever le sucre,
ce qui se traduit en fait par de la nervosité, de l'irritabilité et parfois même des palpitations. Le cerveau, en fait, il interprète ça comme j'ai faim, vite, du sucre. Mais en réalité, ce n'est pas un besoin énergétique, c'est un signal de panique créé par un déséquilibre hormonal. Et résultat, vous replongez dans un nouvel encas pour calmer la chute. C'est un cercle vicieux en fait. On va de l'encas à l'insuline, à la chute, à l'encas, à l'insuline, à la chute, etc. Et donc à force, le pancréas il s'épuise, le foie il se charge et le métabolisme il perd toute stabilité. Alors la troisième conséquence, c'est un intestin jamais au repos. Entre deux vrais repas, il se passe quelque chose d'essentiel dans votre tube digestif. Le migrating motor complexe, qu'on appelle aussi le MMC. On l'appelle parfois le programme de nettoyage. Parce qu'en fait, toutes les 90 à 120 minutes, l'intestin il déclenche des grandes vagues qui balayent les débris alimentaires, les cellules mortes, les bactéries en excès, et elles les poussent vers le côlon. Alors attention, c'est pas la même chose que le péristaltisme normal. Le péristaltisme, ça c'est le mouvement de base qui pousse le bol alimentaire pendant la digestion. Le MMC, lui, il se déclenche uniquement quand l'intestin est vide. Il sert à nettoyer en fait entre deux repas, comme un espèce de cycle de rinçage. Et c'est là où est le problème, parce que chaque encas interrompt ce mécanisme. Donc, dès qu'un aliment arrive, aussi petit soit-il, le MMC s'arrête et l'intestin, il se remet en mode digestion. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Des déchets qui stagnent, donc de la fermentation, et donc gaz, ballonnement et acide irritant. On a aussi des bactéries qui prolifèrent, elles en profitent. Elles prolifèrent dans le grêle, ce qui provoque des inflammations silencieuses. Et on a une dépendance d'ATP pour digérer, en fait, mais sans gain, en fait. Puisque l'apport énergétique d'un grignotage, il est minime. Donc, c'est le double piège. Là, on a un intestin qui est jamais nettoyé et un organisme qui tourne à vide sur une digestion quasi permanente. Alors, à l'inverse, quand on espace vraiment les repas ou qu'on pratique le jeûne intermittent, le MMC, il fait son travail pleinement. L'intestin reste clair, la flore, elle reste à sa place et le métabolisme, il fonctionne avec plus de fluidité et de stabilité. Donc, la quatrième conséquence, c'est aussi des mitochondries désentraînées. Parce que, à force de fonctionner au sucre d'appoint toute la journée, la cellule, elle perd sa flexibilité métabolique. Normalement, une cellule, elle sait jongler entre deux carburants. Le glucose d'un côté, les acides gras de l'autre. Mais si on se nourrit en permanence avec des petites doses de sucre, elle ne sait plus en fait, et elle n'apprend plus à basculer vers l'oxydation des graisses. La voie du jeûne et de l'effort, en fait, AMPK et SIRT1, qui stimulent la combustion et le recyclage, elle reste inactive. Et à la place, on a le mTOR, ce fameux signal de construction et de stockage, qui domine en permanence. Alors, le résultat, c'est que le corps, en fait, il se comporte comme un moteur bridé. Il tourne, mais au ralenti. Et ça, vous le ressentez directement. De la fatigue après les repas, une frilosité permanente, un espèce de brouillard mental et une incapacité à rester concentré. En clair, le grignotage, ça maintient l'organisme dans un état hybride inefficace. Ça donne une digestion de faible intensité, un stockage permanent et une combustion empêchée. On brûle rien à fond en fait. On n'accède jamais au réservoir principal. Encore une fois, imaginez une voiture qui roule, mais uniquement sur ses réserves de carburant. Elle avance. Mais elle avance lentement et de manière instable. Et en fait, vous êtes toujours dépendant d'un petit plein extérieur. Et en fait, c'est ça le piège du grignotage. C'est une énergie au compte-gouttes, mais avec jamais la puissance d'un vrai plein. Alors, maintenant, on va imaginer le scénario opposé. 2 repas conséquents et satisfaisants. Voire par exemple un seul, comme le fameux OMAD, One Meal a Day, qui signifie un seul repas par jour. Donc, quand on espace vraiment les prises alimentaires, quand on espace vraiment les repas, le corps il change totalement de registre. Les niveaux d'insuline, ils diminuent réellement pendant plusieurs heures. Oui, le frein sur la combustion, il saute. Le tissu adipeux, il se remet à libérer des acides gras. Le foie, il les transforme en corps cétoniques, comme le bêta-hydroxybutyrate. Et on a un carburant stable qui alimente le cerveau et les muscles sans à-coups. En parallèle, la malonyl-CoA, elle baisse. Ce qui veut dire que la porte d'entrée vers les mitochondries, CPT1, elle s'ouvre.
Et donc les acides gras peuvent enfin y brûler. On a aussi les signaux de jeûne qui s'activent. Donc AMPK et SIRT1. En effet, la cellule, elle va relancer son ménage intérieur. Donc autophagie des protéines usées, recyclage des mitochondries fatiguées, optimisation du rendement énergétique. En fait, c'est une véritable opération de maintenance. Et c'est impossible à déclencher quand on grignote sans cesse. Alors, on a aussi l'intestin, qui lui aussi profite de cette pause. Le migrating motor complexe, lui, il va balayer les débris, il va limiter la prolifération bactérienne, il va améliorer la mobilité. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Moins de fermentation, moins de gaz et une digestion beaucoup plus fluide pour le repas suivant. Alors ensuite, on a aussi l'équilibre hormonal, qui justement se rétablit. Le glucagon, il monte doucement, et les catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline, vont libérer les graisses sans stress inutile. L'hormone de croissance et la noradrénaline vont soutenir la combustion et la production de chaleur. Donc on n'a pas de pic anarchique, on a un équilibre qui entretient la vitalité. Et enfin, on a aussi une énergie et une chaleur qui s'installent. L'oxydation des graisses et la cétogénèse, elles fournissent une énergie régulière, sans montagne russe justement. Et comme environ 60% de l'énergie dissipée par la respiration cellulaire, elle sort en chaleur, on retrouve un vrai feu intérieur, un corps plus chaud, un esprit plus clair, et c'est la fin des coups de barre. Donc 2 repas denses, ou même un seul repas, bien construit, comme le fameux OMAD, c'est ça en fait, c'est des longues fenêtres où le corps passe en mode combustion. Il n'y a pas de goutte à goutte alimentaire, et donc hormonal, il n'y a pas de yo-yo glycémique, mais on retrouve des cycles clairs en fait, anabolisme après le repas, catabolisme entre les repas. Et c'est cette alternance justement qui va relancer le métabolisme. Alors, afin de clarifier vos idées, on va voir quelques repères concrets. Si vous avez froid, que vous somnolez après chaque mini-encas, ça c'est pas de l'énergie, c'est de la digestion permanente qui vous coûte sans vous apporter. Si vous avez envie de manger 30 minutes après avoir déjà mangé, c'est la même chose. Si au contraire, vous faites 2 vrais repas, ou un seul, et que entre l'énergie justement devient stable, vous avez les mains plus chaudes, l'esprit plus clair, et que vous ne pensez pas en fait de façon obsessionnelle à la nourriture, ça veut dire que la combustion a repris. Donc vous voyez en fait que le grignotage, c'est pas un simple mauvais réflexe, c'est un véritable piège métabolique qui maintient en fait votre corps dans un stockage permanent et qui l'empêche de brûler ses réserves. En fait, ça le condamne à tourner au ralenti. Alors, pourquoi on tombe si souvent dans ce piège? Pourquoi, même en connaissant ces mécanismes, on se surprend encore à ouvrir la porte du frigo, à chercher quelque chose à mâcher ou à scroller en même temps qu'on grignote? C'est là que la faim émotionnelle, elle entre en jeu. Parce que le problème, c'est pas seulement physiologique. Il est aussi psychologique et environnemental. Le stress chronique, il stimule le cortisol et l'adrénaline, qui miment la faim justement et entretiennent l'envie de compenser. Le scrolling sur les écrans, il épuise notre système dopaminergique, qui laisse un vide intérieur qu'on va chercher à remplir par de la nourriture. Et la culture du confort immédiat, elle nous a déshabitués à tolérer la moindre frustration. En fait, la moindre gêne, ça devient une faim qu'on va chercher à combler sans attendre. Donc, dans la suite de ce podcast, on va justement explorer ces autres facettes du problème. Comment distinguer la vraie faim physiologique de la faim émotionnelle? Et surtout, on va voir comment débrancher la boucle infernale, la dopamine, qui mène au craving, qui mène au grignotage. Alors souvenez-vous, c'est exactement ce que nous entraînons pas à pas dans le parcours Reboot Métabolique sur regener.tv. C'est 21 jours pour apprendre à espacer les repas sans peur, à redonner de vraies fenêtres de combustion au corps, à utiliser des micro-exercices simples pour activer justement la chaleur et installer des routines anti-grignotage qui vont rallumer le feu intérieur. Parce que la baisse du métabolisme, c'est pas une fatalité. Le corps est une création géniale qu'il faut juste réapprendre à laisser fonctionner. Alors on va parler du rôle de la faim émotionnelle. La première chose à comprendre, c'est que le grignotage, il a presque jamais à voir avec la vraie faim physiologique. La vraie faim, c'est un signal lent, progressif et tolérable. Elle surgit pas comme une urgence, non, elle monte doucement, par vagues. Et physiologiquement, voilà comment ça se passe. Dans l'estomac, on a la ghreline qui augmente progressivement, elle agit sur l'hypothalamus et elle prépare en fait l'organisme à recevoir de la nourriture. Dans le cerveau, on a les neurones NPY et AGRP qui s'activent doucement.
stimulant la recherche alimentaire, et tout ça sans panique. Ensuite, on a le foie qui commence à mobiliser son glycogène, donc les muscles vont relâcher un peu d'acide gras, et les corps cétoniques, eux, ils vont monter légèrement. En bref, le corps, il bascule tranquillement sur ses réserves. Dans l'intestin aussi, on a le migrating motor complexe qui va se déclencher. Vous savez, des fois, ces gargouillis là qu'on entend, c'est pas en fait des simples signes de carence, mais en fait, c'est un nettoyage. Et c'est une preuve que le corps a eu assez de temps pour digérer, pour assimiler et pour se mettre en mode combustion. Et les ressentis de cette vraie faim, elles sont clairs. On a un creux net à l'estomac, justement parfois accompagné de gargouillis. On a une légère baisse d'énergie, mais toujours sans irritabilité. On a aussi une attention stable. Oui, vous pouvez continuer à travailler, à marcher ou à discuter sans problème. Et puis surtout, on a une ouverture à des aliments simples. Si un œuf dur, une pomme de terre vapeur ou une pomme bien mûre vous font envie, justement, c'est probablement que c'est une vraie faim. La vraie faim, elle peut attendre. Vous pouvez patienter 10, 20, 30 minutes sans que l'envie ne vire à la panique, en fait. Et surtout, une fois que vous avez mangé, elle s'apaise vite, grâce justement aux signaux de satiété. L'appétit retombe et laisse place à une chaleur douce et à 2 à 4 heures de tranquillité. Ce qui n'a rien à voir avec le grignotage. Le grignotage, lui, il est brutal, compulsif et ciblé. Il ne supporte pas l'attente. Il réclame un aliment précis, souvent sucré, gras et croustillant. Et surtout, il n'est jamais calmé pour longtemps. Donc vous l'aurez compris, si seule une tablette de chocolat ou un paquet de chips passe, c'est que c'est pas de la faim physiologique. C'est autre chose. Si vous avez faim aussi, mais justement, vous savez pas quoi manger, ce n'est pas la faim physiologique. Parce que la faim physiologique, elle se contente de peu, de simple et de banal. Alors, les causes de ces compulsions alimentaires, elles sont multiples, évidemment, mais on en distingue quand même 2 principales. Il y en a une qui est arrangée dans le secteur émotionnel, addictif, et on a l'autre qui est essentiellement physiologique. Alors, pour ce qui est de cette dimension émotionnelle addictive, le grignotage, il répond en réalité à une faim émotionnelle. Elle n'a rien à voir avec le besoin énergétique du corps, on est bien d'accord. Elle est très soudaine, sans montée progressive. Elle est hyper ciblée, parce qu'en fait, on veut pas d'une pomme de terre ou d'un œuf dur, mais on veut un aliment ultra palatable. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de sucré, de salé, ou de croustillant, ou de gras, et parfois, tout ça ensemble. Aussi, elle est déclenchée par une émotion, souvent. Un stress, l'ennui, la solitude, la frustration, ou par un stimulus externe aussi. De la publicité, une odeur, un scrolling sur les réseaux. Et cette faim émotionnelle, elle est accompagnée de nervosité, d'agitation mentale, d'une impossibilité à se concentrer aussi, tant que l'envie n'est pas satisfaite. Et pourquoi ? Parce que la faim émotionnelle, en fait, elle ne recherche pas du carburant, elle cherche une récompense dopaminergique. Le grignotage, il active le circuit de la récompense, situé dans le système mésolimbique du cerveau. Alors, normalement, ce circuit, il existe pour nous motiver à accomplir des comportements essentiels. Okay ? Donc, manger quand on en a besoin, chercher un partenaire sexuel, explorer notre environnement. Mais dans un monde saturé de stimuli artificiels, ce signal, il est détourné. Donc, chaque bouchée de chocolat, chaque chips croustillante, chaque gorgée de soda, ça déclenche une décharge rapide de dopamine dans le striatum. Et cette décharge, elle crée une sensation fugace de plaisir, de soulagement. Mais elle dure pas en fait. Et très vite, la dopamine, elle retombe. Et avec elle, une sensation de vide encore plus grande. C'est le cercle vicieux de la faim émotionnelle. Tout commence par un stress, un vide, une tension intérieure. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à compenser. Donc, vous prenez un encas. Et le résultat immédiat, c'est un pic dopaminergique. Alors vous vous sentez soulagé, apaisé, mais ça ne dure que quelques minutes. Après, la dopamine, elle retombe brutalement, et avec elle surgit une nouvelle sensation de manque, de la nervosité, du vide et une agitation intérieure. Donc c'est pas une vraie faim, c'est un signal de sevrage. Et ça, c'est exactement le même mécanisme que pour toutes les drogues. L'alcool, le tabac, le sucre, les réseaux sociaux, la cocaïne, toutes ces substances ou ces comportements, en fait, ils stimulent artificiellement la dopamine. À force, qu'est-ce qu'il fait le cerveau ? Il se protège, il désensibilise ses récepteurs. Autrement dit, la même dose procure de moins en moins de plaisir.
Et la conséquence, il faut augmenter la fréquence ou l'intensité des prises pour obtenir le même effet. Alors, revenons sur ce que je viens de dire. À force, le cerveau se protège. Il désensibilise ses récepteurs. Et donc, la même dose procure de moins en moins de plaisir. Et il y a une autre conséquence, encore plus insidieuse. C'est les stimuli naturels qui deviennent trop faibles pour déclencher la moindre satisfaction. Ah ouais, une pomme bien mûre, elle a plus autant d'attrait en fait face à une pâtisserie industrielle calibrée pour surstimuler vos papilles. Une vraie conversation, elle devient fade, comparée à la dopamine immédiate du scrolling. Et le quotidien, il paraît terne. En fait, la vraie vie, elle est plus à la hauteur. Donc, petit à petit, en fait, on se détourne de l'authentique pour ne courir qu'après l'artificiel. On n'a plus envie du simple, du brut, du réel. On réclame le shoot rapide, intense et calibré pour exciter un cerveau déjà saturé. Et c'est pour ça que le grignotage compulsif, comme toutes les addictions, il ne détruit pas seulement le métabolisme, mais il appauvrit aussi l'expérience du vivant. La nourriture, elle perd son goût. Les relations, elles perdent leur saveur. Et la vie, elle perd sa densité. Alors avec la nourriture, qu'est-ce que ça donne ? Au début, un carré de chocolat, ça suffit. Quelques semaines plus tard, il faut la tablette complète. Et puis, vient les biscuits, les chips, les snacks. Non pas parce que vous avez beaucoup plus faim, mais en fait parce que vos circuits de la récompense, ils sont lessivés. Ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est pas une envie libre, c'est une crise de manque. C'est une dépendance en fait biochimique entretenue par des signaux extérieurs. Le stress, la pub, le scrolling. Et c'est ça qui vous pousse à replonger encore et encore. En clair, le grignotage émotionnel, c'est pas un caprice. C'est une addiction douce, mais tenace, qui épuise votre dopamine, qui brouille vos signaux de faim et qui enferme votre métabolisme dans le mode survie. Le grignotage, il n'est pas là pour nourrir notre corps. En fait, il sert juste à calmer un malaise émotionnel ou une tension intérieure en utilisant la nourriture comme anxiolytique de poche. Mais ça, c'est une stratégie perdante. Parce que l'énergie, elle ne monte pas, elle s'effondre. Le stress, il n'est pas réglé, il est amplifié. Et le métabolisme, lui, il reste coincé en mode stockage permanent. Alors, comme on parle de crise de manque, je me permets un petit focus. On va parler du scrolling. Vous savez, quand on passe du temps là à faire défiler des stories sur Facebook là, ou des shorts sur YouTube. Parce que ça, c'est pas un passe-temps anodin. Chaque coup de pouce sur l'écran, ça déclenche une micro-décharge de dopamine. Alors c'est agréable sur le moment, mais à force, le cerveau se défend. Ah ouais, il sature. Il désensibilise ses récepteurs en fait. Et la dopamine de fond, elle s'effondre. Donc, plus je scrolle, plus je m'ennuie. Plus je m'ennuie, plus j'ai besoin de scroller ou de grignoter pour compenser. Et dans ce cercle vicieux, tout s'éteint. La vitalité, la motivation et la chaleur intérieure. Même les relations réelles deviennent fades comparées à l'immédiateté de l'écran. Le scrolling, c'est une addiction. Ça vide la dopamine, ça brouille les signaux de faim, ça isole. Et comme pour l'alcool ou le sucre, il n'y a pas de solution magique. La seule sortie, c'est une décision claire. Poser des temps sans écran, non négociables, les protéger comme on protège son sommeil, et réintroduire du vrai, un appel, une marche, une discussion. La liberté, ça commence ici. Soit vous scrollez, soit vous vivez. Alors pour résumer tout ça, le grignotage et le scrolling, c'est deux faces d'un même piège, celui de la dopamine artificielle. Dans les deux cas, on ne cherche pas à nourrir le corps ou l'esprit, mais on cherche à calmer un malaise intérieur par une récompense immédiate. Une bouchée de chocolat, un coup de pouce sur l'écran, ok, on a un pic dopaminergique bref, et puis après, on a une chute brutale, une sensation de vide et un besoin de recommencer. À force, le cerveau se protège, ses récepteurs se désensibilisent, et la vraie nourriture, elle perd son goût. La vraie vie, elle perd son attrait. On ne veut plus l'authentique, on réclame l'artificiel. Et le résultat, métabolisme bloqué en mode stockage. Une énergie qui s'éteint, des relations qui s'appauvrissent. La nourriture, elle devient un anxiolytique de poche. Et l'écran, c'est une seringue de dopamine en continu. Dans les deux cas, la solution, ce n'est pas d'attendre qu'un miracle arrive, mais de reprendre le contrôle. Couper les faux stimuli, réentraîner le corps et le cerveau à retrouver le plaisir du réel.
et la chaleur d'un repas dense, la satisfaction d'une relation vivante. Alors, on avait aussi parlé d'une dimension physiologique du grignotage. Ça, c'est la glycémie en montagne russe. Chaque encas déclenche la même mécanique. Un petit pic de glycémie, suivi d'une libération d'insuline. Mais cette insuline, elle agit souvent de manière disproportionnée, surtout chez les personnes sensibles. Donc, la glycémie, elle va chuter rapidement, parfois trop bas, et c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Et cette chute, le cerveau la vit comme une alerte vitale. Alors, tremblement, irritabilité, nervosité, compulsion alimentaire, en fait, tout mime une vraie faim. Mais ce n'est pas une vraie faim physiologique. C'est une urgence neuro-hormonale. Le corps, il libère alors cortisol et adrénaline pour tenter de rétablir le sucre sanguin. Et ça, vous le ressentez comme un malaise, comme un besoin irrépressible de manger à nouveau. La sévérité de ce phénomène, elle dépend directement de la nature des encas. Alors, par exemple, un fruit entier ou une poignée de noix, ça va générer une montée glycémique modérée. La chute va être plus douce. Mais un biscuit, un jus ou une barre chocolatée, ça provoque un pic bien plus violent, suivi d'un crash brutal. L'hypoglycémie réactionnelle, elle est amplifiée et la compulsion encore plus forte. La réaction, elle est quasi automatique. On reprend un snack pour tenir, en fait, en quelque sorte. Et ça relance la boucle. On a un nouveau pic, qui mène à une nouvelle poussée d'insuline, qui mène donc à une nouvelle chute. Et donc, on a une nouvelle compulsion. Ça, c'est le cercle vicieux parfait. Un grignotage qui mène à l'insuline, qui mène à l'hypoglycémie, qui mène à la faim émotionnelle, et donc regrignotage. Ça peut se faire à l'infini, hein. Alors, résultat, on a une fatigue cyclique toute la journée. On a une humeur instable, une dépendance permanente à des shoots rapides de sucre ou de gras, et derrière, on a un métabolisme piégé, incapable de basculer sur ses vraies réserves. Il vit au goutte à goutte, instable et fragile. Alors c'est quoi la vraie façon de s'en sortir? Vous venez de voir, sortir du piège du grignotage, c'est pas seulement une question de volonté ou de morale. C'est aussi une question de stratégie. Et en gros, cette stratégie, ce serait quoi? Déjà, revenir à des repas complets, denses et satisfaisants. Oui, des repas qui apportent assez de protéines, de graisses de qualité, de sucre et de substrats énergétiques pour nourrir votre corps. Et pas juste lui donner un petit shoot passager. On peut aussi espacer les repas. Accepter l'inconfort d'un petit creux. Il faut comprendre que c'est pas un danger, mais au contraire, c'est le signe que le corps est en train de basculer en combustion, et donc de libérer ses réserves. Donc on peut aussi rebrancher son discernement. Oui, apprendre à reconnaître la vraie faim, progressive, calme, apaisée par un repas simple, et la distinguer de la faim émotionnelle, justement, brutale, ciblée, et jamais rassasiée. Et on peut aussi couper le scrolling. Parce que cette habitude, elle entretient la boucle dopamine, craving, sucre. Et donc, recraving. Donc tant qu'on reste prisonnier de l'écran, on reste prisonnier de la compulsion. Le grignotage, c'est pas qu'une gourmandise innocente. En fait, c'est le pire ennemi de votre métabolisme. Il vous bloque en mode stockage et il éteint vos mitochondries, ce qui entretient la fatigue. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se renverse. Et ça, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans le nouveau parcours Reboot métabolique qui vous est proposé sur regenère.tv. C'est 21 jours pour relancer votre métabolisme et par des moyens concrets pour désamorcer le grignotage. Couper la faim émotionnelle, pour réveiller AMPK et relancer l'autophagie. Mettre aussi vos mitochondries en fonctionnement optimal et retrouver une énergie stable, une chaleur intérieure et un feu métabolique durable. Mais Reboot métabolique, c'est pas seulement le grignotage. Okay, on y aborde aussi tous les leviers pour relancer le métabolisme. La densité alimentaire, le jeûne intermittent et pourquoi le jeûne sec change tout, les micro-exercices, la gestion du froid, les cycles hormonaux, la récupération nerveuse et la relance de la chaleur interne. Et surtout, vous n'êtes pas seul. C'est 21 jours d'un vrai parcours avec le soutien permanent d'une communauté sur Telegram, des échanges vivants et les coachs régénères présents pour répondre à vos questions au quotidien. En bref, ce n'est pas une cure, ce n'est pas un régime, mais c'est une reprogrammation complète et accompagnée pour remettre votre métabolisme en action et redonner au corps sa puissance naturelle. Alors, rendez-vous sur regenère.tv pour découvrir le parcours et enclencher ce reboot. Parce que ce que vous croyez être de la paresse ou de la fatalité, ça n'est en réalité qu'un métabolisme en veille. Et ça se rallume.
et on vous y aide.